Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Je reçois aujourd'hui Charles Bobot, que vous avez désormais l'habitude d'entendre sur les ondes, pour un point juridique qui sera utile à nos amis syndics et peut-être aussi à nos amis copropriétaires. Le sujet sera celui du recouvrement des charges de copropriété dans le cadre de la procédure accélérée au fond prévue à l'article 19-2 de la loi de 1965. Et la question sera de savoir comment on rédige la mise en demeure. Bonjour Charles Bobot. Bonjour Anne-Sandrine. Alors on va d'abord poser quelques rappels, c'est toujours utile. La procédure dite accélérée, c'est quoi ? Et puis, deuxième question, je la pose tout de suite. Est-ce que c'est une procédure qui est utilisée en pratique ? Pour savoir où on va, pour savoir d'où on vient. Oui, c'est ça. Et cette procédure accélérée, elle a été conçue comme une arme fatale pour faciliter, accélérer le recouvrement des charges. Juste un petit élément de contexte. Dans certaines copropriétés, tous les ans, on assigne les mêmes copropriétaires récalcitrants, récidivistes. On me dit de plus dire ça. Alors, on me dit de dire les personnes au malaise social chronique, c'est plus acceptable. Oui. Et ces copropriétaires, font peser il y a un temps, le temps de la procédure qui peut être long. Et il y a un coût, parce que les juges, ils ont une conception restrictive des frais. Et donc, tous les ans, de mettre en procédure ces copropriétaires, ça peut finir par être un coût et une peur et un dysfonctionnement chronique. Alors, la procédure 19.2, on remonte aux années 2000, elle avait été conçue comme une déchéance du terme, c'est-à-dire que non seulement on pouvait obtenir ce qui était dû dans le passé, mais comme on les connaît, ces copropriétaires, en plus, on peut obtenir la déchéance de tout ce qui a été voté, de tout le budget, donc de toutes les cotisations qui sont à venir. Et donc tout ça devient exigible en bloc. Oui, typiquement les travaux, par exemple, les dépenses pour travaux qui ont été votées à l'AG. Et on imagine que dans ce contexte de travaux de rénovation énergétique ou de ravalement, si jamais on a une déchéance, ça permet d'obtenir en bloc un énorme amas de créances. La première difficulté qui avait été rencontrée, alors là on arrive avant la loi Elan du 23 novembre 2018, c'est que les juges étaient rétifs à voir tous ces dossiers, parce que c'était selon une procédure accélérée au fond. Et à l'époque, on disait comment la forme des référés. Et c'est le juge des référés qui devait pâtir au final de tous ces dossiers-là. Donc il y avait une résistance, et d'un côté, il fallait faire une procédure pour obtenir la déchéance, et de l'autre, une procédure au fond pour obtenir le règlement de l'arriéré. Donc c'était une usine à gaz. Alors, la loi Elan, elle est venue dire, maintenant, on facilite les conditions, et donc ça sera merveilleux, puisque dans la même procédure, on a la déchéance et le fond. Et les avocats, les syndics, il y a eu un engouement en se disant que ça allait devenir la voie royale pour le recouvrement des charges. Donc ça a été très utilisé. Oui, bon sang, un peu de pragmatisme enfin dans le fonctionnement de la justice, c'est fou. Mais alors justement, quand même, ça n'a pas été aussi simple que ça. Et cette procédure, elle a fait l'objet d'un avis de la Cour de cassation, en date du 12 décembre 2024. Et c'est un avis très important parce qu'il clarifie notamment le contenu des courriers de mise en demeure. Car oui, ça aussi, c'était un sujet, en fait. Le contenu de la mise en demeure devait être clarifié. Est-ce qu'on sait maintenant, grâce à cet avis, comment est-ce qu'on va pouvoir rédiger la mise en demeure, et notamment sur le détail de la dette ? Déjà, qu'on puisse demander un avis à la Cour de cassation, c'est quelque chose d'original, donc ça mérite d'être noté. Original, puisqu'on peut saisir la Cour suprême quand, d'un côté, on a une question nouvelle et qui pose des problématiques dans un certain nombre de procédures. Et là, les deux cas sont présents, puisque les juges du fond ont encore été rétifs à la nouvelle version qui était censée leur supprimer leur pouvoir de discernement. Ils étaient censés, tel en matière de commandement de payer, considérer qu'il y a une acquisition de la clause si dans les 30 jours après la mise en demeure, la somme n'est pas réglée. Seulement, ça a été plus subtil. Et on a eu des juridictions de fond à Versailles, à Paris. Là, le sujet il venait de Marseille avec une SCI qui s'appelle Marabout, et en fait les difficultés
auquel on se heurtait en tant que praticien, en tant qu'avocat, c'est que les juges cherchaient la petite bête dans ces mises en demeure indiquant que les mentions de l'article 19.2 devaient être produites, en nous disant que les provisions devaient être distinguées les unes des autres pour ne pas tout englober. Nous disait que si jamais il y avait eu une actualisation de la créance en cours de procédure, eh bien, on ne pourrait pas le faire. Donc, on sentait qu'il y avait une forme de réticence. Donc, un de mes confrères marseillais a saisi la Cour de cassation qui a rendu son avis. Alors, cet avis, qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors cet avis, de manière assez lapidaire, mais bon, derrière cet avis, il y a quand même... mais quand même, il fait quand même 4 à 5 pages quand même, de mémoire. C'est quand même pas mal. Oui, mais le contenu même, il se résume en 2 phrases. Il nous dit que la mise en demeure, elle doit mentionner les montants et les natures des provisions qui sont dues. Donc, l'idée qui sous-tend, en fait, dans la mise en demeure, c'est un peu le double aspect. Une mise en demeure, c'est un acte unilatéral par lequel on réclame, c'est pour ça qu'on est encore il y a une histoire de temps, de temporalité, parce qu'on veut constater un état passé dans lequel il y a une violation. Et de l'autre, on veut inciter à corriger le tir, à donner une forme de dernière chance pour éviter de se voir appeler toutes les sommes. Parce que en 19.2, c'est qui veulent un œuf paye un bœuf. Si jamais on n'a pas payé une provision de charge au titre du budget, eh bien devient exigible par anticipation tout ce qui a été voté. On l'a dit tout à l'heure, les provisions de travaux, les cotisations au fonds de travaux également, et tout l'arriéré. Alors, la conséquence pratique, si jamais on doit tirer un premier enseignement de cette mise en demeure, c'est qu'il faut distinguer à la fois le passé et le futur. Pour le passé, il faut dire aux copropriétaires, comme on le faisait classiquement avec un décompte, vous nous deviez telle somme qui correspondent aux appels de fonds, de travaux, de cotisations. Donc, un décompte pour le passé et également pour le futur, si jamais tu ne règles pas cette somme, tu deviendras exigible. Et là, on détaille, et c'est là où les logiciels métiers des syndics sont mal armés, parce qu'il faudrait prévoir dans un décompte prévisionnel et éventuellement même l'intégrer dans le cadre de la mise en demeure. Donc, toutes les sommes qui sont visées, donc je rappelle qu'ils sont au nombre de 4, l'arriéré des charges, les provisions du budget prévisionnel, les provisions travaux et les cotisations au fonds de travaux. Et alors, je rebondis sur la question du logiciel. Est-ce que l'avocat nous dit, pour faire cette mise en demeure, n'utilisez pas de votre logiciel, en fait, rédigez une mise en demeure ? Mais en réalité, pour l'instant, on agit quand même assez massivement sur le recouvrement. Les logiciels, ils sont pas prêts, donc ce sera l'avocat qui va préparer cette mise en demeure. Mais pour la préparer, nous, on ne peut pas inventer les pièces. Donc, on aura besoin que nos clients nous détaillent. Donc, soit les logiciels métiers évoluent, soit on essaye un petit peu à la main. Donc, ça va prendre plus de temps et c'est un peu plus contraignant. Alors, pourquoi je pose cette question ? Parce que j'ai entendu quand même encore beaucoup de syndics qui me disent mais moi, mes mises en demeure, c'est extraordinaire. Elles me sont envoyées directement et automatiquement par mon logiciel. Et donc, voilà. D'où cette petite question qui n'en est pas une. Oui, c'est une question rhétorique, mais il faut se méfier parfois la simplification et la systématisation. Eh bien, les juges, en fait, je pense qu'ils ont fait exprès, puisque ils veulent pas que cette procédure elle soit systématisée. Vu l'effet drastique, et ça on le lit dans le rapport de la Cour de cassation, l'effet drastique qui fait que d'un seul coup le copropriétaire va devoir être tenu d'un nombre de sommes importantes, eh bien, ça les gêne. Oui. D'ailleurs, dans cet avis aussi, on lit bien que la sommation doit être suffisante. La Cour de cassation, elle insiste sur la rédaction de cette mise en demeure. Il faut quand même répondre à des conditions précises. Oui. Et là, c'est une question de rhétorique aussi. Également, d'autant que... je suis assez critique quand même de cet avis, dans le sens où faut se référer au rapport pour comprendre cette notion d'interpellation suffisante, mais normalement dans les guides d'interprétation de la loi, on dit que là où la loi ne précise pas, il ne faut pas rajouter des conditions à la loi.
Or là, les juges du fond, à mon sens, ils ont ajouté des conditions en indiquant des mentions obligatoires, en indiquant des distinctions qui devraient faire figurer, dont les mentions devraient être sur la mise en demeure, tel qu'aujourd'hui, il y a une forme de flou. Et c'est, à mon sens, une question à la fois juridique et politique. Et oui, et en plus avec des variations en fonction des territoires, et ça, c'était très grave. Oui. C'est ça. Selon qu'on soit jugé à Versailles, à Paris, à Rouen, il pouvait y avoir des divergences. Et je me demande d'ailleurs si on est encore au bout de la problématique, parce que l'avis de la Cour de cassation sur ce point-là, il est quand même assez succinct. Quid du cas où le copropriétaire paye sa provision avant l'assignation ou en cours de procédure? On a des arrêts de la Cour de cassation qui nous disent que le règlement il doit être fait dans le délai de 30 jours. Mais s'il n'est pas fait, s'il est réglé à l'issue et que l'assignation elle est faite après, voilà, il y a quelques questions qui restent en suspens. Qu'est-ce qu'il nous dit cet avis, en fait, de façon plus générale, des intentions de la Cour de cassation ? Alors, on peut les sonder, hein. Il y a ce qui est dit et il y a ce qui est entre les lignes. Dans le rapport, il y a bien cette idée de protection du copropriétaire concernant les effets drastiques d'une telle procédure. Donc, que c'est un ordre public de protection de faire en sorte de rajouter des mentions obligatoires. On est un peu dans du consumérisme. De l'autre, et là c'est plus de la politique juridictionnelle, et franchement je peux pas en vouloir aux juges, et parfois je suis assez critique, mais là je comprends, si les juges qui n'ont pas les moyens en référé de gérer tous les problèmes d'urgence, de créance, sur lesquels il n'y a pas de contestation, se voient du jour au lendemain avoir tout le contentieux du recouvrement de charges, qui est un contentieux abondant, eh bien ils n'en ont pas les moyens matériels. Donc il y a aussi, et il faut en être conscient, cette résistance qui est liée à des questions de budget. Est-ce que cette procédure est couramment utilisée ? Depuis qu'on avait l'évolution de la loi Elan, on a été nombreux à s'y rendre, mais les égarements ou les interprétations variées des juges du fond nous font, parce qu'on n'a pas envie d'avoir raison en cours de cassation, c'est un peu long pour eux du recouvrement. Et donc aujourd'hui ça s'est stabilisé, mais j'invite quand même encore à la prudence. J'attends de voir un peu les prochaines décisions avant d'engager mes clients vers cette voie. Alors justement, est-ce que des modes plus classiques de recouvrement, plus anciens, et puis aussi l'injonction de payer, restent valables et efficients ? C'est peut-être même le choix du cœur de l'avocat. Pas forcément, parce que en fait, l'injonction de payer, ça présente l'idée d'une procédure un peu non contradictoire, puisqu'on envoie le document d'injonction au juge, il rend une ordonnance, et cela est suffisant. Seulement, il suffit que le copropriétaire fasse opposition, même sans motif, à l'injonction, et on repart dans un circuit long du recouvrement. En plus, en matière de voie d'exécution, l'injonction de payer, c'est pas idéal pour aller vers une saisie par la suite. Donc, il y a certains de mes confrères qui jouent aux apprentis sorciers en se disant que l'injonction de payer, ce sera une voie qui permettra d'ajouter des frais que le juge prend mal en compte lorsqu'on fait une procédure classique. Seulement, je me méfie. Je pense que le conservatisme judiciaire fait que les juges refuseront l'injonction de payer de manière très aléatoire, en disant que c'est pas une créance simple, et surtout qu'ils veulent voir les copropriétaires en audience et de les priver en raison de ce caractère non contradictoire. C'est une problématique. Et enfin, je pense surtout aux syndicats de copropriétaires qui, dans certains cas, ne peuvent pas prendre le risque d'attendre encore des longs mois. C'est vraiment une course contre la montre. Eh bien, merci Charles Vaubotte de cet échange. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent vous lire sur les ondes de Limo également, ainsi que d'autres auteurs de votre cabinet. Également, une synthèse de ce que nous avons dit ici au micro est publiée sur le site ondelimon.com. Et enfin, je remercie tous ceux qui nous écoutent de leur fidélité. Merci beaucoup. Retrouvez les ondes de Limo sur ondelimon.com, les réseaux sociaux et la newsletter.